vous allez bien en ce lundi matin. Chose première, chose due, aujourd'hui je fais la vidéo sur le pouvoir intérieur. Parce qu'en effet, vendredi j'ai fait une vidéo TikTok donc de 3 minutes sur le pouvoir intérieur en préparation, un petit teasing de cette vidéo YouTube. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que 3 minutes TikTok ne suffisent pas pour expliquer ce sujet de pouvoir intérieur. Alors sachez qu'il existe de nombreux livres à ce sujet-là. Et celui qui me fait beaucoup bouger actuellement et qui me rappelle les bases en fait du développement personnel, c'est le livre de... Alors j'ose pas vous le montrer, je vais quand même aller chercher, je reviens. Alors j'ose quand même vous le montrer parce que ici c'est le livre de Lise Bourbeau qui a été mangé par mon chien. Lise Bourbeau, qui est en fait, le titre c'est Qui es-tu? C'est un livre... voilà, qui coûte 8,60 €, quelque chose comme ça, en tout cas au Luxembourg, et qui en fait explique en plusieurs paragraphes comment retrouver sa connexion à soi, comment retrouver sa vérité à soi. Et il est formidable parce qu'il parle vraiment du corps, et il parle de la façon dont on entend, la façon dont on parle, ce qu'on porte aussi en vêtements, il parle aussi de comment est notre maison. Et partie par partie, elle explique comment en fait se connecter beaucoup plus à soi, aussi par rapport au malaise et aux maladies. Ça fait plus référence en effet au livre de Jacques Martel, du dictionnaire des mots et des maladies, qui est plus complet forcément parce que ça ne parle pas que de ça dans ce livre-là. Et ce livre-là, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il date quand même des années 90 en fait. Et on est en 2022 et au final elle avait tout juste, et c'est juste génial. Et juste incroyable. Bon, il a été mangé par mon chien, donc vous voyez pas toute la couverture, mais c'est Qui es-tu de Lise Bourbeau. Comme ça, c'est ça, Bourbeau. Comme ça, vous avez l'information. Donc, ici, par rapport à ce pouvoir intérieur, en quoi c'est important aujourd'hui d'en parler? C'est parce qu'on est en pleine transition. Chacun, que ce soit la planète, que ce soit chaque individu. Il y a mon chien qui joue, donc ça fait poète-poète. Que ce soit la planète, que ce soit chaque individu, on est tous en fin de cycle. On est tous en train de clôturer un cycle actuellement. Que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue développement personnel, développement spirituel, que ce soit d'un point de vue familial, relationnel, on est tous en 2022 en train de clôturer une transformation pour pouvoir aller vers son vrai soi. J'allais dire à la nouveauté en fait, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment aller en connexion avec son vrai soi, avec sa vraie réalité intérieure, et démarrer ce nouveau cycle qui est beaucoup plus apaisant parce que beaucoup plus connecté à soi. Et là c'est vraiment le but de cette vidéo, parce que je le vois dans ma patientèle, je le vois, le nombre de personnes qui sont là depuis 1 an, parce que j'ai commencé il y a 1 an, ou qui sont là depuis quelques mois. C'est vraiment cette volonté de se transformer, et elles sont en train, à différents niveaux, à différents cycles, parce qu'on est tous différents. Et imaginez si on était tous dans le même rythme, en train d'évoluer, ce serait bordel sur terre, c'est déjà assez bordel comme ça. Donc c'est normal qu'on soit tous à des niveaux d'évolution différents, ok? Mais en tout cas, je le vois même par rapport à moi, même par rapport à ma famille. On est tous en train de clôturer, et amis aussi d'ailleurs, hein, tous en train de clôturer. Et la clôture, la fin de cycle est plus ou moins difficile et plus ou moins challenging selon en fait ce qui a déjà été travaillé, selon aussi les vies karmiques, selon aussi le transgénérationnel, voilà, selon les différents niveaux dont je parle souvent. Donc, transgénérationnel, le niveau de base, donc c'est de la conception jusqu'à aujourd'hui, selon le niveau karmique, le niveau de l'âme aussi, et aussi, enfin, le niveau du morphogénétique, pardon, je me perds. Et au niveau du champ morphogénétique, de quoi il s'agit exactement? Il s'agit en fait des personnes qui nous entourent, des personnes que l'on rencontre. Ça peut être une seconde au supermarché, comme ça peut être une amie, comme ça peut être un membre de la famille. Donc tout ce qui nous entoure, et aussi le collectif, ok, le sociétal, eh bien appartient à notre champ morphogénétique. Tout en sachant que notre transformation intérieure nous permet d'attirer d'autres informations, d'autres personnes, selon ce qu'on vibre. Ok.
Donc dans cette vidéo, on va parler donc de pouvoir intérieur, vous expliquer en quoi ça consiste exactement, et puis par la suite, je vous proposerai des exercices de développement spirituel et personnel comme je fais d'habitude. Donc ici, le pouvoir intérieur, c'est vraiment se connecter à sa propre vérité. Déjà pour commencer, si vous êtes dans une fratrie avec voilà, une fratrie grande ou même petite, peu importe, même si vous êtes enfant unique, voilà, cet exemple-là ne va pas pour les enfants uniques, mais admettons, voilà, une fratrie de 2 ou plus enfants, et bien, quand vous prenez individuellement les personnes, elles vous expliqueront, elles vous donneront un aperçu ou une description de leur enfance, chacune différente des unes des autres. Pour quelle raison? Eh bien, déjà parce que, sauf jumeaux, les enfants sont nés à des années différentes. Donc, à des années différentes veut dire aussi que les parents n'ont pas eu la même évolution lorsque le premier enfant est né, lorsque le deuxième enfant est né, le troisième, etc. Différentes parce qu'on a tous des perceptions, des sensibilités qui nous sont propres. Et différentes aussi parce qu'on a des expériences qui sont différentes. C'est-à-dire qu'un premier enfant ne va pas vivre les mêmes expériences avec les mêmes amis. J'ai été coupée, donc je disais que deux frères, deux sœurs, un frère, une sœur, ne vivront pas les mêmes expériences, tout simplement parce qu'ils n'auront pas les mêmes amis, mais aussi ils n'auront pas peut-être les mêmes professeurs, il y a même les mêmes activités scolaires, donc forcément, il y aura des différenciations qui se feront, et donc du coup, il y aura des façons d'interpréter sa réalité qui seront uniques pour chacune de ces personnes. Et déjà partir du principe que chacun a sa propre réalité, même au niveau de sa famille, chaque individu est unique, avec sa propre vérité. À partir du moment où cela est posé, on peut se rendre compte que on ne va pas avoir les mêmes aspirations, les mêmes croyances, les mêmes mécanismes de défense qu'une autre personne. Et on est unique. Et aller en fait ici dans sa propre unicité, dans sa propre individualité, nous permet en fait de savoir réellement ce qui est bon pour soi. Et pas ce qui est bon pour moi parce que c'est les autres qui veulent ça de moi, mais ce qui est bon pour moi parce que c'est ma vérité à soi. Et arriver jusque-là, c'est extrêmement difficile, tout simplement parce que nous n'avons pas été éduqués de cette façon-là. Nous avons été éduqués dans un ensemble sociétal, par exemple dans une religion, dans une classe sociale, dans une... par exemple, même ça peut aussi être par exemple dans un groupe d'activités, sportif ou pas, peu importe, où en fait, cela nous a donné des façons de penser qui, si c'est en accord avec soi, c'est ok, c'est parfait. Et par contre, là où ça commence à être problématique parce qu'il y a une friction, c'est quand il y a une façon de penser qui nous a été donnée qui est en contradiction avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, avec ce que nous ressentons nous. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un questionnement à avoir de est-ce que ça c'est juste, est-ce que cela est bon pour moi? Donc, comment arriver à ce pouvoir intérieur, à cette reconnexion intérieure? C'est justement déjà admettre que nous sommes uniques. Ça fait quelques minutes que j'en parle maintenant, je pense que vous avez compris ce qu'est réellement son unicité. Ensuite, lorsque l'on a compris ça, il y a très souvent, généralement, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais voyez si ça résonne en vous. D'ailleurs, pour toute la vidéo, voyez si ça résonne pour vous. Je n'ai pas la réponse à tout, c'est pas parce que là j'ai une petite chaîne YouTube enfin, que j'ai la réponse à tout. Non, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui est juste pour vous. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète mais constamment en séance, c'est voilà mon intuition, voilà ce que je ressens, est-ce que ça résonne pour toi?
Et la personne me dit oui ou non. Et alors si c'est non, on en discute. J'ai le droit de me tromper, c'est mon droit. Voilà, ça arrive. Donc, ceci posé, c'est lorsque l'on admet qu'on est unique, il y a une peur derrière qui arrive, qui est ok, mais si j'ai raison, ouais. Si je suis unique, si je suis dans ma vérité, si ce que je pense est vrai pour moi, mais et s'il y avait le néant, et s'il y avait le mal, et s'il y avait quelque chose de moche à voir. Ça, pour être honnête avec vous, je me suis rendu compte quand j'ai commencé tout ce qui est développement spirituel me concernant. Lorsque j'ai commencé à développer mes capacités spirituelles, ça a été vraiment une grosse part. J'ai mis énormément de temps et là, ce sujet-là est revenu la semaine dernière. C'était assez marrant dans le sens où c'était assez surprenant, c'est plutôt ça le mot, où c'était et si j'ouvrais encore plus mes capacités spirituelles, que si j'arrivais encore plus à augmenter cette lumière, eh bien, et si à ce moment-là, le mal en moi revenait beaucoup plus fort. Et bon, ça fait un peu primaire de dire le mal, le bien, parce que l'on soit clair, le bien et le mal n'existent pas. Il y a juste des énergies qui se transforment selon ce qu'on vibre. Ok ? Et si on pratique, si on exerce le mal, il y a une raison derrière. Mais quand on est dans la peur comme ça de dire waouh, mais si j'ouvre vraiment ma conscience, si j'ouvre vraiment mon pouvoir, mais que ce pouvoir était utilisé pour le mal qu'il y a en moi, parce qu'on a tous du mal et on a tous du bien en soi. Et en fait, cette notion de ok, le bien et le mal n'existent pas est totalement floutée et on est dans des croyances du si le mal venait. Et alors à ce moment-là, on se bloque parce qu'on a peur d'aller voir là, ici, ce qu'il y a. Parce qu'on a peur soit de voir eh bien, un enfant intérieur qui a mal, qui est dans la souffrance. On a peur parfois de développer des capacités sensorielles qu'on a voulu éteindre et donc ressentir toute, eh bien, toute la douleur de ce qu'il y a autour de nous, parce qu'autour de nous, au niveau énergie, il y a de très belles choses, il y a de très belles énergies, mais il y a aussi des énergies de souffrance. On le sait tous, ça, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes hypersensible, vous êtes en train d'ouvrir vos clairsens, vous ressentez cette douleur qui vient de l'extérieur. Et c'est dur à gérer. Et d'ailleurs, depuis que je travaille sur le pouvoir intérieur, parce que je ne parle en vidéo que ce que j'ai moi-même expérimenté et ce qui vient à moi en séance avec mes patients, si on ouvre justement ce pouvoir-là, attendez, je vous mets juste en pause parce que je sens que ma chienne est en train de faire une bêtise. Voilà. Excusez-moi. Et donc, c'est pour cela que, pour différentes raisons, en fait, qu'il est difficile d'aller voir son pouvoir intérieur. Parce qu'aller voir son pouvoir intérieur, sa puissance, sa lumière, peu importe le terme que vous utilisez, tout est correct, nous incite, nous oblige à aller voir nos propres vérités, à aller voir des choses qui ne sont pas forcément agréables. Pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà eu un travail qui a été entamé il y a quelques années ou quelques mois, peu importe. Encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous le même timing, sinon ce serait encore plus difficile à gérer d'un point de vue planétaire. Mais ici, une fois qu'on est dans la révélation de sa lumière, de son pouvoir, une fois qu'on collabore avec son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on est en méditation ou en rêve ou même de façon consciente avec des exercices de dessin, donc j'en parlerai par la suite au moment des exercices pratiques, eh bien, quand on est dans... Mon chien qui fait des bruits bizarres parce qu'elle joue. Quand on est dans l'acceptation de ce qui vient, et peu importe ce qui vient, avec un regard bienveillant sur soi, vraiment un regard de douceur sur soi-même, on s'ouvre soi-même des portes.
on s'ouvre soi-même des portes et on commence à céder. Aider, hein, pas quoi aussi, on commence à céder, dans les deux sens en fait, finalement. Céder dans le sens je cède, je te cède ça, et céder dans le sens je m'aide, ok? Et aussi à s'aimer. Et quand on cède et quand on s'aime, au final, comme je viens de le dire, on s'ouvre des portes à l'intérieur de soi. Et s'ouvrir des portes, ça se fait étape par étape. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est un oignon. Si on enlève les unes après les autres, les différentes couches, et ça demande, c'est de l'endurance. C'est vraiment de l'endurance. Ça demande de la pardon, de la patience, du temps. Et c'est pour ça que ce qui est super compliqué quand on s'ouvre comme ça à soi, c'est de s'ouvrir dans l'amour et dans la bienveillance. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a pas appris quand on était enfant. Bon, en tout cas, très peu de personnes. Je connais très peu de personnes. En même temps, si on va voir un psy, c'est généralement... Enfin, un thérapeute, c'est généralement pour ça. On n'a pas appris à s'aimer soi-même. On n'a pas les codes pour s'aimer soi-même. Quand on accède à ce pouvoir intérieur-là, il est vraiment important de le faire dans l'amour de soi, dans la bienveillance. Comme on prendrait soin de son enfant, de son animal, peu importe. Comme on prendrait soin d'un doudou, comme on prendrait soin de quelque chose ou de quelqu'un qu'on aime. Et on prend avec vraiment de l'amour, avec de la rondeur comme ça. Et vous voyez, ce qui est dommage actuellement dans la spiritualité, ce que je peux voir sur TikTok ou peu importe ailleurs, ou sur les réseaux sociaux, c'est plus sur TikTok en fait, moins sur les autres réseaux finalement, mais c'est dire il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois faire ci, tu dois... C'est vraiment ce côté obligation, vraiment ce côté si tu fais pas ça, eh bien tu sais quoi, tu vas t'attirer les foudres karmiques. Si tu fais pas ci, eh bien tu vas souffrir. Et d'ailleurs ça me fait penser, avant même que je sois, c'était il y a 7 ou 8 ans, avant même que je sois intéressée ou ouverte à la spiritualité, il y avait une tante dans la famille qui était très ouverte, donc numérologue, très au fait de ces sujets-là. Et qui disait, oui, telle personne a eu telle maladie parce qu'il a eu tel passé karmique où il a fait du mal, tel enfant est mort parce que il devait essuyer des erreurs qu'il a fait dans d'autres vies parce qu'il a fait le mal. Et je l'entends encore aujourd'hui, et c'est mais tellement dommage en fait d'insuffler du négatif, d'insuffler du mauvais, du mal, alors que tout est expérience, tout est expérience, mais vraiment, c'est... et quand on dit c'est ta faute, c'est toi, ou même quand on se dit ouais mais aujourd'hui j'ai telle maladie parce que j'ai fait telle chose dans le passé, je suis allée voir mes vies karmiques en hypnose, ou alors un tel a vu mes vies karmiques et en fait j'étais une mauvaise sorcière qui a fait du mal, ou tchic ou tchac, putain mais ok, c'est super d'aller voir ses vies karmiques, c'est bien, ok, top, j'ai l'impression même d'ailleurs que ça fait partie des premières étapes, en tout cas... Ouais, peut-être pas, mais peut-être que je me trompe dans ce que je dis là, pour être honnête. Mais j'allais dire la première étape du développement spirituel, peut-être, ou peut-être pas en fait, mais peu importe. Chacun a ses propres étapes à soi, justement. Et au final, de dire je suis coupable, c'est de ma faute, j'ai fait du mal, j'ai fait ci. Ouais, mais en fait, vous savez quoi, les gars, on a tous fait du mal dans les vies, dans d'autres vies. Et en fait, même dans cette vie-là, on a tous fait du mal. On a tous expérimenté le bien, on a tous expérimenté le mal. Je suis désolée, mais pensez, par exemple, oh, je voudrais que telle personne meure, ou je voudrais que telle personne souffre parce qu'il me fait tellement mal. Eh bien, vous savez quoi, bah, c'est le mal. On a peut-être que pensé, on n'a peut-être pas passé à l'action. Il y en a peut-être qui ont fait du mal avec le poing, avec le corps, donc peut-être fait du mal avec les mots, mais on a tous expérimenté le mal et on l'expérimente toujours aujourd'hui. Et quand en fait on accepte cette part de mal
cette part de mauvais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un ado que j'ai reçu la semaine dernière, où justement, quand on part, quand on va voir droit dans les yeux cette part de mauvais qu'il y a en nous et que nous avons tous, on l'accepte. Et quand on est dans l'acceptation, on n'est plus dans l'opposition. Et à ce moment-là, c'est comme un enfant. Un enfant, vous lui dites non, fais pas ci, fais pas ça, t'as pas le droit au bonbon, t'as pas le droit à ci, t'as pas le droit à la télé, t'as pas le droit à ci, à ça, à ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire en grandissant? Il va le faire derrière votre dos. Je dis pas après qu'il faut autoriser les bonbons, qu'il faut à tout bout de champ, la télévision, c'est pas ça. C'est, on est tous des enfants, on réagit tous comme des gamins. Si on se dit non, non, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, on va le faire d'une façon ou d'une autre. Ok? Et là, c'est comme être un enfant avec soi-même. De dire, ok, t'as cette pensée-là. Ok, tu ressens ça. Ok, tu as fait ça. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? Et on va... En fait, le penser dans le sens penser, mais le penser avec un pansement. C'est-à-dire, ok, le guérir donc. Ok, tu as fait ça, mais t'as fait ça parce que il s'est passé ci avant. C'est... un exemple, il y a quelques semaines, ma fille était au parc avec des copines et là il y avait un gamin même plutôt, un gamin qui devait peut-être avoir 8 ans, quelque chose comme ça, qui allait chercher le groupe de copines et qui allait chacune les uns après les autres leur faire du mal. Il y en avait une pour qui qu'il a tapé, une qui l'a insulté, une qui lui a enlevé les lunettes, bref, vraiment, le gamin était en mode mais méchant quoi. Donc nous, les parents, il y avait des papas et des mamans, bah, on va voir la mère du gosse, on dit c'est vous la mère, et dire mais votre gamin il a fait ça, ça, ça. Et la mère pas du tout collaborative, ouais s'il a fait ça c'est que les filles ont fait autre chose avant. Ce qui n'est absolument pas le cas parce qu'on les surveillait, donc et même elles étaient entre elles s'amusaient pas. Et en fait en observant le gamin, je me suis rendu compte qu'il était absolument pas méchant. Qu'il était hyper mal... Enfin, pas méchant. Les gestes, les choses qu'il faisait étaient méchantes. Voilà, c'est pas excusable, hein, que ce soit clair. Ça mérite quand même une punition. Mais c'est à la mère de donner la punition, pas aux autres, accessoirement. Mais, et en fait, en observant, je me suis rendu compte que le gamin, il cherchait. Il voulait jouer avec elle. Il cherchait l'attention, il se sentait seul, le gamin. Il était tout seul, en fait. Personne ne jouait avec lui. Et la façon, pour lui, dans ses codes à lui, ok, de jouer, eh bien, c'était de le faire en faisant du mal. Je dis pas que c'était les bons codes, je dis juste qu'à ce moment-là, il faut reprogrammer, donner de bons codes pour que la communication sociale se fasse de façon plus agréable. Et j'ai essayé d'expliquer ça avec d'autres mots hein, à ma fille qui a commencé à être bah déjà toujours un peu plus tu touches pas à mes copines, ok, mais au fur et à mesure, vous savez quoi, ils ont joué ensemble en fait. Ils ont joué ensemble. Quand le gamin s'est senti accepté par le groupe, et ben en fait il est devenu gentil. Après ça n'a pas duré longtemps le jeu, hein, parce qu'après on a dû partir, parce que tout ça a duré longtemps. Mais il y avait un début de quelque chose quoi. Et en fait nous c'est pareil. En fait nous c'est exactement pareil, c'est voir quel est l'enfant à l'intérieur, de dire ok, et j'ai observé, j'ai eu cet acte. Mais déjà, en quoi cet acte me dérange? Et qu'est-ce que je cherchais à faire? Et dans chaque... Et ça, c'est ce que ma fille me dit depuis quelques années. Quand elle a un gamin qui est méchant, c'est lui, il n'a pas de lumière. Il a perdu sa lumière. Et soit elle l'aime bien et elle veut l'aider à lui redonner de la lumière, soit elle l'aime pas et elle le dégage. Ben après, bon, il y a plusieurs choses, mais bon, bref. Et en fait, c'est ça, c'est retrouver sa lumière à l'intérieur de soi et de se dire, mais qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? Quelle est la blessure à ce moment-là qui ressortait, qui m'a fait faire du mal? Et c'est le cas de tous en fait. On a tous, mais tous autant que nous sommes, eu des blessures à l'intérieur de nous, mais tous.
Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas souffert, ok? Même la personne qui vous paraît la plus heureuse du monde, vous ne connaissez pas son passé, on ne connaît pas son passé, même son présent, hein. Et nous, on a tous des cicatrices, on a tous des blessures. Et on a tous envie, on n'a pas tous envie, non, c'est pas vrai, de les guérir. Ou du moins, là, actuellement, on est en train de se réveiller et de se dire, merde, mais si j'allais maintenant guérir mes blessures et arriver enfin à une vie heureuse. Parce que actuellement, la majorité de la population, de l'humanité, des humains, est gouvernée par ses propres blessures. Et comme on est gouverné par nos propres blessures à l'intérieur, eh bien on va remettre notre pouvoir à d'autres instances, à la politique, à des gouvernements, aux médias, aux réseaux sociaux, et on va dire, oh, eux, ils savent, à des personnes sur YouTube, à des thérapeutes, à n'importe qui, à des parents, à des partenaires, on va remettre notre pouvoir. J'ai une amie, j'ai une amie qui souvent me dit, il y a quelqu'un qui va venir, parce qu'on pratique le theta ensemble, il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va m'aider à me sortir de cette merde-là. Et ça fait des mois que je lui ai dit, mais il n'y a personne qui va venir t'aider à part toi-même. Mais ça fait peur de se dire, putain, il n'y a que moi en fait pour m'aider quand on a perdu de vue notre propre lumière intérieure. Mais la lumière ne disparaît jamais. Mais vraiment, jamais. Même le pire des salopards, la pire des salopards, parce que ça n'existe pas le mot féminin apparemment, eh bien, eux aussi ont de la lumière, mais elle est minuscule. Et c'est ça que j'adore faire en thérapie, c'est d'aller chercher le minuscule point de lumière qui reste. Bon, la plupart de mes patients, en fait, ont déjà beaucoup de lumière, mais et de la faire encore plus grandir pour justement prendre de plus en plus d'espace. Et au final, reprendre vraiment sa place, sa posture. Sa place, sa posture et sa propre vérité. Et je dis pas que c'est facile, hein. Moi je travaille ça depuis mes 18 ans, que j'en ai 34, donc vous faites la différence, moi j'ai pas envie de calculer. Mais ça fait 2 ans que je suis vraiment dans le développement spirituel, où j'avance encore plus vite grâce au développement spirituel, grâce à la partie vraiment spiritualité. Parce que là, je travaille pas uniquement au niveau psychologique, mais je travaille aussi au niveau énergétique. Et donc, du coup, ça joue sur les différents corps, parce qu'on en a 7 différents. Et donc, voilà. D'ailleurs, par exemple, pour une personne, ça me fait penser à ça, qui n'accepte pas son corps, qui trouve son corps un peu trop arrondi, et qui fait un régime, si elle fait un régime sans travailler derrière la partie psychologique, la partie vraiment plus psychologique, thérapeutique, que ce soit en développement personnel, que ce soit en psychologie, développement spirituel, peu importe le moyen qui est bon pour elle, la personne, et elle pourra faire tous les régimes du monde, s'il n'y a pas quelque chose ici qui a été travaillé, ça ne marchera pas. De la même façon que s'il n'y a que ça, mais que derrière il n'y a pas la partie alimentaire qui est mise en place, voilà. Il y a les deux en fait. Il y a la partie vraiment corporelle, matérielle qui compte, et il y a la partie vraiment psychologique, spirituelle aussi, thérapeutique, qui sont à prendre en compte. Et voilà. C'est vraiment important de le notifier ici. Donc maintenant on va passer à la partie vraiment exercice. Comme ça, vous avez des petites pratiques à faire. Alors, première pratique au niveau, je regarde juste au niveau de la batterie. Ok, ça va, j'ai encore le temps. Au niveau de la, parce que j'ai 13%, donc je me dépêche. Au niveau de la pratique, déjà méditative, ok? Ça parle pas à tout le monde. Après, il y a des pratiques plus physiques, on va dire ça comme ça. Ok. Lors d'une méditation, lorsque vous êtes vraiment bien calme, pour certains connectés à la source ou juste connectés au corps, quand vous vous sentez bien prêt, vous demandez à vos anges gardiens, à vos guides, à votre âme même, de vous montrer votre lumière. Peu importe. Je sais que moi personnellement, elle se positionne ici. Enfin, ouais, par là. Vous ne le voyez pas, mais jusqu'en bas, en bas du ventre. Ok. Et vous demandez en fait, lorsque vous la visualisez bien, ou la ressentez, ça dépend des sens chez vous qui sont le plus ouverts, eh bien, vous allez la demander à votre âme, ok, à la faire grandir, grandir, jusqu'à ce que elle prenne la totalité du corps.
Alors, cette pratique-là peut se faire en plusieurs fois. Il est possible que dans un premier temps, vous arriviez seulement à la faire venir ici, par exemple, et qu'au fur et à mesure, voilà, qu'elle grandisse, mais qu'elle n'atteigne pas la totalité du corps, d'accord? À ce moment-là, refaites-la régulièrement, vraiment très régulièrement. C'est une méditation qui peut durer, par exemple, 5-10 minutes tous les jours, jusqu'à temps que vous arriviez. Voilà. Autre technique. Avant de s'endormir, j'adore utiliser l'interprétation des rêves. Je le fais de plus en plus, c'est intéressant parce que depuis que j'ai lu le livre de Athéna Laz et que je le pratique énormément sur moi, j'ai des clients qui regardent pas forcément mes vidéos, qui me disent « Ah, en fait, je peux vous parler d'un rêve, j'ai fait un rêve ». Et j'en ai des personnes qui me surprennent, mais tout le temps à me dire « Tiens, on va analyser ça ». Et j'adore parce que c'est tellement magique de voir ce que l'âme, l'inconscient nous transmet pendant les rêves. C'est incroyable. Donc, avant de s'endormir, je ferme ma parenthèse, avant de s'endormir, c'est de poser l'attention en s'endormant, donc pas d'écran à ce moment-là, ok? En s'endormant, de poser l'intention de « Je veux que tu me montres ma lumière intérieure. Montre-moi ma lumière intérieure pendant mon rêve. » Donc là, vous parlez à votre âme, c'est votre pouvoir, ok? Vous n'allez pas remettre votre pouvoir à des guides, à des anges gardiens. Ils sont là pour nous, les guides, hein, que ce soit les défunts, les guides, les anges gardiens. Oui, ils existent, les archanges, mais c'est pas eux qui vont vous donner toutes les réponses parce que eux-mêmes ont leur propre mécanisme de défense, eux-mêmes ont leur propre croyances limitantes. Et il n'y a que vous qui avez votre propre vérité. Donc c'est pareil, ne remettez pas non plus votre propre pouvoir à tous vos guides, aux archanges, à vos anges gardiens. Non, à vos défunts, non, c'est vous-même. Ok? Là, c'est de parler à votre propre âme, rentrer en connexion avec votre âme. Et avant de s'endormir, donc de demander à rentrer en contact avec votre lumière. Que vous le voyez en rêve, ou alors le lendemain ou le surlendemain, que vous la ressentiez, peu importe. C'est votre technique, voilà, qui compte le plus. C'est pour ça que je donne beaucoup de liberté dans les exercices, que ce soit aussi en séance, parce que chacun est différent, chacun a ses propres codes. C'est pas moi, parce que je fais des vidéos et parce que je suis thérapeute, qui connais votre propre vérité. C'est faux. Voilà, je suis juste là pour vous guider et vous donner, vous savez, les lumières comme pour un train. Ouais, le train, il est sur les rails, ok? Et il y a des lumières, les feux, qui indiquent s'il peut avancer ou pas. Et ce sont les rails parfois qui changent, touc. Moi, je peux vous aider à faire changer de rail si vous en avez envie. Mais c'est vous qui avez à la fois le contrôle des rails et à la fois le contrôle du train. Voilà. Si vous avez décidé d'y aller alors que le feu était rouge, c'est à vos risques et ses périls. Mais c'est pas moi qui vais vous forcer, et personne d'autre, à prendre la bonne direction. Voilà. En exercice plus pratique, maintenant. Et ça, j'adore le faire. Ça marche de mieux en mieux avec mes patients, j'adore. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire de prendre un petit livre, peu importe, un carnet pour écrire dedans. Et vous posez une question à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi votre âme, ça peut être aussi votre lumière. Peu importe qui vous posez dans l'intention, dans l'écriture, mais vous posez une question. Enfant intérieur, ou âme, ou lumière, ou les trois à la fois. Et puis là, vous prenez une bonne inspiration. Expiration. 3 s'il le faut. Vous calmez à l'intérieur de vous. Vous prenez la main non dominante. Pour moi, c'est la gauche. Mais vous, celle avec laquelle vous êtes le moins à l'aise. Pour les personnes qui écrivent avec les deux mains, c'est celle avec laquelle vraiment vous n'écrivez pas naturellement, de façon sans réfléchir. Donc la main non dominante, vous écrivez la réponse, vous vous laissez guider, vous vous laissez juste transporter. Ça peut être un dessin, ça peut être des écritures, ça peut être des schémas. Je vous donne un peu une idée. Mince, je fais tomber quelque chose. Tac. Faudra que je refasse bientôt. Voilà. Ça c'est mon carnet. Voilà à quoi il ressemble. Pour vous donner un peu une idée. Donc, l'écriture. D'ailleurs, vous remarquez, si vous écrivez avec votre main non dominante, eh bien ça ressemble à une écriture d'enfant. L'enfant intérieur.
Donc ça, c'est le troisième exercice. Ensuite, il y a vraiment un exercice plus corporel, lié au corps, qui est de, et ça je le fais beaucoup régulièrement, posture physique. Vous pouvez leurrer votre cerveau. Votre cerveau, par exemple, si vous souriez constamment, par exemple 5 minutes toutes les heures, je dis ça comme ça, hein, au hasard, hein, vous pouvez leurrer votre cerveau que vous êtes heureux, heureuse. C'est juste sourire. Vous souriez aux personnes qu'il y a dans la rue, que lorsque vous marchez. Et plus vous souriez, et plus vous sécrétez des hormones ici qui vous disent hey, vous savez quoi, vous êtes heureux. Voilà. Et plus vous sentez de la joie et le bonheur. Mais là, c'est pareil. C'est de la posture vraiment droite. Posture, j'ai le dos droit, je marche. Ou même la posture en marchant. Je marche droit, je marche. Et plus vous êtes comme ça, avec vraiment des pas, vous voyez pas au niveau de la caméra, mais vraiment très lourd, ancré. C'est je suis. Et plus vous mettez cette posture-là, je suis, et plus vous montrez à votre cerveau que vous êtes dans la confiance, que vous êtes dans l'assurance, et plus vous rentrez dans la confiance, et plus vous rentrez dans l'assurance. C'est hyper bateau, mais personnellement, moi, à chaque fois que je me sens en inconfort ou en manque de confiance, ça m'arrive devant des clients de me dire wow, mais comment je vais m'y prendre pour aider cette personne-là. Et bien à ce moment-là, je ne sais pas si vous remarquerez les personnes qui sont en séance, mais je me mets comme ça et genre, je sais, j'ai la réponse à l'intérieur de moi. Et la réponse, elle vient. Vous vous retrouvez face à une personne qui vous fait vous sentir en infériorité, en manque de confiance, c'est, je sais. Et vraiment les pieds bien ancrés, les jambes bien lourdes, le corps, le dos vraiment droit, les épaules droites, la tête droite. Je suis bien, je suis beau, belle, je suis en confiance, je suis en assurance, je suis assurance et je suis confiance. Voilà, j'arrête pas de toucher ça. Bref, c'est, voilà. Dès que vous ressentez une petite baisse, parce que ça arrive, quand on est en travail comme ça, c'est les montagnes russes, quoi. Et généralement, on revient en arrière, on descend l'ascenseur émotionnel de Charlotte Hoffman et on remonte. Et c'est le cycle humain, c'est tout à fait normal. Quand on accepte les downs, eh bien, on reprend le high beaucoup plus élevé et on est vraiment dans le je suis. Et je réveille mon pouvoir intérieur, ma lumière. Moi, parfois, ce que j'adore faire aussi, c'est lorsque j'ai une petite baisse de régime, voilà, je me remets comme ça et je m'imagine la lumière là, qui grandit jusqu'au bout des doigts. Et je suis lumière. Et là, j'ai les réponses à mes questions. Et je suis dans la confiance et la foi. Parce que vous savez quoi? Tout est juste et tout se passe bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.